Netflix, version truffée. Sonos spatial. Bouton sensible. Procès FaceTime. Saint-Tetris. C'est malin. Vendredi 31 mars 2023. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 363. Bonjour à toutes et à tous. À quand une version moins chère d'Apple TV+ avec pub sur Apple TV? La première rumeur remonte au mois d'août dernier. Aujourd'hui, Netflix prend les devants et vient de lancer son abonnement le moins cher, annoncé en novembre, sur le boîtier multimédia d'Apple, avec la version 2.3.0 de son app Apple TV, en tout cas aux US. Un abonnement entrée de gamme qui n'est pas encore disponible ni sur Chromecast, ni sur Chromecast Ultra, ni sur PlayStation 3, ni dans l'appli Netflix sur Windows. 4 à 5 minutes de pub par heure contre une remise de $3 sur l'abonnement. $6,99 au lieu des $9,99 de la version sans pub, Fabrice. Ouais, alors du coup, moi ce que je remarque, c'est que ça complexifie un peu les offres quand on commence à avoir des différents niveaux avec ou sans pub. Alors, pour mon usage personnel, je suis pas persuadé de l'intérêt de payer un petit peu moins cher pour avoir de la pub. Voilà, peut-être que c'est en même temps intéressant. Alors pour raconter un petit peu ma vie, on a arrêté l'abonnement Netflix à la maison et puis voilà, dis pas que ma fille a envie de voir un truc qui vient de sortir sur Netflix, saison 2 d'un machin, etc. Et donc je lui dis, bah écoute, t'as qu'à te prendre un abonnement Netflix. Donc elle regarde et puis elle a voulu prendre justement l'abonnement avec publicité pour payer un peu moins cher. Et mais comme on est à Apple TV à la maison, eh ben ça n'a pas marché et donc elle a payé ses 10 €. Et donc c'était intéressant de voir. Je savais pas que c'était pas disponible encore, mais du coup j'ai un peu de mal à comprendre. Ça me fait penser aussi à quand on achète une liseuse Kindle, hein, j'avais évoqué ça dans une hebdo il y a pas très longtemps. On peut aussi prendre l'option de payer un peu moins cher, mais c'est 10 € moins cher pour avoir la pub qui s'affiche sur l'écran du Kindle quand il est en veille. Alors j'ai pas fait ça naturellement. Voilà, pour comparer avec Apple TV+, pour l'instant l'abonnement streaming Apple TV+, fait partie déjà des moins chers de tous. Donc peut-être que en même temps c'est pas tellement intéressant ni pour nous utilisateurs ni pour Apple d'avoir un abonnement encore un peu moins cher avec de la pub, parce que ça veut dire aussi qu'il faut gérer les partenaires, les annonceurs, et que ça coûte aussi de l'argent. Donc pour l'instant je vois pas trop Apple faire ça, et j'espère pas d'ailleurs. Et moi, ça me fait penser à Apple Music Voice, dont je ne connais absolument pas le succès ou l'échec. Mais personne n'en parle, donc ça doit vouloir dire ça. Mais par exemple, avec Apple Music Voice, on n'a pas accès à Apple Classic. Ah, voilà un détail intéressant. Donc c'est une économie qui en fait enlève pas mal de bénéfices. Le support de l'audio spatial arrivé mardi sur les toutes nouvelles Era 300 concerne aussi d'autres enceintes Sonos. 3 autres modèles en profitent, les modèles Arc, Arc-SL et Beam de 2e génération. La seule condition, c'est d'installer la toute dernière version de l'app Sonos sur votre appareil de lecture. Oui, c'est intéressant. J'avais noté que la Era 300 permettait l'audio spatial avec une seule enceinte. A priori de manière relativement efficace. On sait ce que ça veut dire, une seule enceinte pour faire du spatial, c'est quand même un peu limité. Je trouve ça intéressant. Sonos, je trouve, est en train de reprendre du poil de la bête. Je m'attendais pas à ça. C'est-à-dire qu'avec la sortie justement des HomePod, etc., avoir un système différent malgré des avantages en termes de diffusion multi-enceinte, etc. Je pensais pas que Sonos arriverait à continuer à avoir une telle place, mais il faut bien avouer que ce qu'il propose en termes de gamme est vraiment intéressant. Donc du coup, voilà, ça ouvre quand on veut profiter de l'audio spatial avec des appareils qui sont pas ceux d'Apple, ben on peut, c'est chouette. La suite des rumeurs sur les forums de MacRumors autour des nouveaux boutons capacitifs pressentis sur les futurs iPhone 15 Pro et Pro Max, la sensibilité de ces boutons, notamment le nouveau bouton unifié de volume, le bouton d'allumage et le bouton action emprunté à l'Apple Watch Ultra, cette sensibilité serait réglable dans les réglages d'iOS 17 et donc pas d'inquiétude a priori en cas d'usage d'un étui ou avec des gants. Et c'est probablement une confidence faite par Apple à un fabricant d'accessoires qui aboutit à cette fuite qualifiée de fiable par MacRumors, Fabrice. Alors, cela dit, je suis assez perplexe avec cette histoire de bouton capacitif.
Parce que j'attends vraiment de voir. D'abord, on parle de gants, il faut bien comprendre que ce sera quand même des gants un peu spéciaux, parce qu'un bouton capacitif a toujours besoin d'un peu d'électricité qui passe quelque part. Enfin, si on a des gants justement classiques, ça ne marche pas, comme le bouton en dessous d'un iPhone, comme le pavé tactile d'un MacBook ou etc. Ça marche pas si on a les doigts recouverts. J'ai envie de dire aussi, ça veut dire que si on peut régler la sensibilité, c'est peut-être que justement il y a besoin de réglage et que c'est pas aussi intuitif que ça le pourrait. Donc je suis un peu perplexe. Je crains qu'on augmente la complexité d'usage d'un bouton. Au détriment de la simplicité d'usage qu'on a quand on a vraiment juste des boutons. C'est un peu comme dans les voitures quand on commence à avoir tout un tas d'écrans tactiles partout, et s'il faut appuyer sur un écran tactile pour mettre les essuie-glaces ou les clignotants, du coup il faut regarder l'écran, et donc c'est beaucoup moins intuitif, et puis sur une voiture ça me paraît assez dangereux. Donc je suppose que l'idée de passer à des boutons capacitifs, c'est pour améliorer la résistance à l'eau par exemple, et éventuellement proposer d'autres fonctions, mais là encore ça veut dire complexifier un peu l'usage. Je suis très perplexe. Un procès gagné par Apple, ça n'est pas si souvent au bout d'une décennie de bataille juridique autour de 2 brevets défendus par VirnetX autour du VPN de l'iPhone. VirnetX, un spécialiste du dépôt de brevets à tout va pour déclencher des procès, mais Apple, qui avait été condamné à 502,8 millions de dollars en première instance, vient de gagner la première étape de l'appel qui invalide les brevets. Logiquement, le demi-milliard devrait disparaître lors de la prochaine audience, et hier soir, VirnetX perdait 8% à Wall Street. Ce n'est vraiment pas un inconnu pour Apple, Fabrice, ce VirnetX. Non, alors il semble que VirnetX soit aussi l'entreprise qui bloque Apple pour rendre le protocole de FaceTime public, comme l'avait annoncé Steve Jobs au moment de la présentation de FaceTime. C'était pendant la keynote de l'iPhone 4. On l'écoute ? Allez. On l'écoute. FaceTime is based on a lot of open standards, H.264 video, AAC audio, and a bunch of alphabet soup acronyms. And we're going to take it all the way. We're going to the standards bodies starting tomorrow, and we're going to make FaceTime an open industry standard. Bon, ça nous rappelle des souvenirs. Oui, voilà, c'était pendant la WWDC de 2010. Et donc on entend Steve Jobs dire que FaceTime, le protocole serait rendu public, et du coup Apple n'a jamais tenu sa promesse, et visiblement n'a jamais pu tenir sa promesse pour des raisons légales. Ce qui fait que FaceTime est toujours en gros cantonné entre guillemets aux appareils Apple. C'est un petit peu dommage, parce que globalement je trouve que ça fait partie des meilleurs protocoles de visioconférence avec Zoom en termes de qualité et de temps de latence très réduit, des choses comme ça. Donc c'est un peu dommage de voir toujours ce qu'on appelle en anglais des patent trolls, des trolls de brevets qui empêchent ce genre de progrès. Voilà. Et je pense qu'en tout cas pour Apple, c'est pas une histoire d'argent. Naturellement, ils ont par principe refusé de payer les 500 millions de dollars, même avant le procès que VirnetX demandait pour pouvoir utiliser le brevet un peu partout. Ils ont même sûrement dû dépenser encore un peu plus en frais d'avocat pour se battre contre le troll. Et puis, si ce 31 mars est un jour à marquer d'une pierre blanche, ce n'est pas seulement parce que c'est la Saint-Benjamin, mais parce que c'est jour de sortie sur Apple TV+, pour Tetris, un long métrage, pas une série, qui s'annonce étonnamment passionnant, en grande partie grâce à la présence en haut de l'affiche de Taron Egerton, découvert dans Kingsman, génial en Elton John dans Rocketman, et qui est arrivé sur Apple TV+, il y a quelques mois dans la mini-série Blackbird, Fabrice. Faut bien avouer que sans Taron Egerton, j'aurais peut-être regardé d'un peu plus loin un film consacré à Tetris. Alors je fais partie de ceux qui ont joué à Tetris beaucoup à l'époque. Aussi, hein. Voilà. Ça permettra peut-être à certains plus jeunes de nos auditeurs de découvrir ce qu'est Tetris. Mais effectivement, ça s'annonce passionnant. Puis en plus, c'est en fait très lié au lancement de la console de jeu... la Game Boy. La Game Boy, voilà, le nom m'échappait, merci. Et ça aussi, c'est passionnant parce que ça a été...
également une révolution de pouvoir jouer comme ça un peu partout. Donc, je vais regarder, en fait, à mon grand étonnement, et je suis impatient de regarder ça. Et on en reparle après. Exactement. La quotidienne iWeek Reviens lundi.